Bonjour, on se retrouve pour le chapitre C3 sur les méthodes chimiques d'analyse. Bien, alors nous commençons du coup le cours. Préparer une solution. Tout d'abord, vous avez besoin de quelques notions comme le pourcentage massique, noté PM, qui sera la masse de soluté présente divisée par la masse totale de la solution et multipliée par 100 pour l'avoir en pourcentage. Puis la notion de masse volumique et densité, que vous connaissez déjà. Donc la masse volumique, c'est la masse totale de toute la solution, c'est-à-dire la même chose ici, divisée par le volume qu'occupe cette solution. Mais souvent, en fait, on vous indique la densité, qui est le rapport de la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau, dont je vous rappelle ici la valeur. Celle que nous utiliserons le plus souvent, c'est celle-ci, à savoir donc 1000 grammes par litre, noté le plus souvent 10 puissance 3 grammes par litre. Et enfin, la notion sur la concentration en quantité de matière, qu'on appelle aussi concentration molaire, qui est donc la quantité de matière présente de soluté sur le volume total de la solution, avec la quantité de matière, je vous rappelle, c'est la masse donc du soluté sur la masse molaire du soluté. Voilà, ces trois notions vont nous être utiles pour calculer la concentration d'une solution, notamment souvent commerciale, une solution très concentrée. Et on va voir tout de suite la méthode. Par exemple, vous avez donc cet acide sulfurique, qui est l'acide qu'on utilise pour les batteries, et on vous demande donc de calculer dans un premier temps sa concentration. Alors, les seules données qui vous sont indiquées sont la densité qui est indiquée ici 1,28 et le pourcentage massique en acide sulfurique qui est de 37,4%. Alors, voici la méthode. On commence par déterminer la masse volumique de la solution commerciale à partir de sa densité. La densité, donc, qui est, comme je vous le disais, indiquée ici. Ensuite, à partir de cette masse volumique, on détermine la masse toujours d'1 litre de solution commerciale. On fera toujours pour 1 litre. Puis, nous calculerons la masse de soluté dans 1 litre de solution commerciale en utilisant le pourcentage massique qui est indiqué ici. Quatrième étape, on en déduira la quantité de matière de soluté toujours dans 1 litre de solution commerciale. Et pour terminer, nous pourrons déterminer donc la concentration en quantité de matière de la solution commerciale, c'est-à-dire la concentration molaire. Et enfin, si on doit la diluer, eh bien par la méthode de la dilution, vous déterminerez le volume de solution commerciale à prélever pour fabriquer la solution de concentration diluée voulue. Alors, essayons de voir ça tout de suite avec un exemple précis. Et on va faire l'exercice numéro 4, page 62. Donc là, on va le faire ensemble. Pour détacher un tapis, on utilise une solution grand S de concentration 1,1 mol par litre en ammoniac qui sera préparée à partir d'une solution commerciale de densité 0,95 et de titre massique en ammoniac 28%. Le titre massique ou le pourcentage massique, c'est la même chose. Première question, déterminer le volume de solution commerciale à prélever pour préparer 1 litre de solution détachante. Donc là, en fait, on vous parle tout de suite de dilution. Mais avant, il va falloir calculer la concentration en quantité de matière, c'est-à-dire la concentration molaire de la solution commerciale. Ça va être l'objet donc de cette première partie. Pour cela, je vous rappelle ici les différentes notions dont on va avoir besoin pour calculer la concentration de cette solution commerciale. Et je vais reprendre point par point la méthode du cours en indiquant ici, par exemple, eh bien, le premier point à faire, c'est-à-dire de déterminer la masse volumique de la solution commerciale à partir de sa densité. Donc la densité, elle vous est notée ici dans le texte. Et on part, je vous ai dit, on commence toujours par le volume d'une solution de 1 litre. VS étant le volume de la solution commerciale. On en déduit donc
la masse volumique de cette solution commerciale que je vais appeler ρ indice S, qui par définition est donc égale ici à D fois ρ de l'eau. Il suffit de multiplier par 10 puissance 3 la valeur de la densité pour l'avoir en grammes par litre, puisque vous savez que 1 litre d'eau a une masse de 1000 grammes, c'est-à-dire 10 puissance 3. Une fois que nous avons fait ça, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire déterminer la masse d'un litre de solution commerciale. Donc nous sommes toujours sur 1 litre. Nous avons la masse volumique, on en déduit la masse. La masse étant égale à la masse volumique multipliée par ρ. Vous avez ici l'expression, si vous sortez masse de la solution, eh bien c'est ρ fois V. Donc ici ρS fois VS, le VS étant toujours de 1 litre, eh bien on retrouve une masse ici de 0,95 10 puissance 3 grammes. Donc ça c'est la masse de toute la solution pour 1 litre. Troisième étape, on passe à calculer la masse de soluté dans 1 litre de solution commerciale en utilisant le pourcentage massique. Ça, c'est la masse totale de 1 litre. Mais à l'intérieur de ces 1 litre, il y a du soluté. Et c'est cette masse de soluté que l'on veut chercher à connaître. Donc pour cela, on utilise le pourcentage massique qui est indiqué ici dans le texte. On se reporte à la définition. Le pourcentage massique, qui est donc de 28%, est égal à la masse de soluté sur la masse de solution fois 100, et nous, on veut connaître ce terme-là. Donc ici, vous avez 0,95 10 puissance 3 multiplié par 28 divisé par 100, c'est-à-dire par 0,28, et on trouve 266 grammes. Ça veut dire que sur mon 1 litre de solution commerciale qui pèse en tout 0,95 10 puissance 3 grammes, eh bien, dans toute cette masse-là, en fait, je n'ai que 266 grammes de NH3. Puis, on passe à la quatrième étape, qui est de calculer la quantité de matière de soluté, toujours dans 1 litre de solution commerciale. Eh bien, ici, je vais utiliser cette expression-là. Je connais la masse, je connais la masse molaire qui m'est indiquée ici du NH3, donc j'en déduis la quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est la masse de soluté sur la masse molaire de ce soluté. Ici, j'ai des grammes et des grammes par mol, il me reste bien des mols. Et enfin, dernière étape, eh bien, j'en déduis la concentration avec cette expression-là. Et donc, concentration de NH3 donc dans la solution commerciale, donc concentration égale quantité de matière sur le volume de la solution, c'est-à-dire 1 litre, je vous rappelle, et donc on obtient une concentration de solution commerciale à 15,6 mol par litre. Ici, ça y est, j'ai calculé la concentration de la solution commerciale. Et maintenant, on me demande, eh bien, quel volume dois-je prélever de cette solution commerciale pour fabriquer une solution beaucoup moins concentrée. Vous voyez que je veux une solution phi à 1,1 mol par litre et j'en veux 1 litre. Donc ici, on va déterminer par la méthode de la dilution le volume de solution commerciale à prélever pour préparer la solution voulue. En effet, vous savez que lors de la dilution, la quantité de matière se conserve entre le volume, entre la quantité de matière prélevée dans la solution mère et celle que l'on va introduire pour fabriquer la solution fille. Concentration de la solution mère, ici que j'avais appelée S, fois volume prélevé de la solution mère. Attention, ce n'est pas le 1 litre là, c'est juste le volume prélevé de la solution mère qui est égal donc à concentration de la solution fille fois volume de la solution fille. La concentration de la solution fille, on me la donne dans le texte. Je n'ai plus qu'à exprimer VS. VS qui est donc le volume de solution mère à prélever, qui s'exprime ainsi. Et je connais tout, puisque ici, je n'ai pas écrit le calcul, mais CF, donc on le connaît. VF, on le connaît ici, c'est 1 litre. Et enfin, CS, c'est ce que je viens de calculer. Et on trouve donc un volume à prélever de 70,3 ml. Pour préparer la solution, il va nous falloir une éprouvette de 100 ml
puisque j'ai besoin de prélever cette quantité-là, et ainsi qu'une fiole jaugée de 1 litre, qui est donc le volume de la solution fille. Alors faites cet exercice tout seul maintenant, qui est à quelque chose près identique dans un premier temps avec l'exercice précédent, pour vous entraîner à calculer la concentration d'une solution commerciale. Il s'agit ici d'acide sulfurique. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve pour la correction. Mettez sur pause. Bien, nous corrigeons. Ici, on vous demande de déterminer la concentration en acide sulfurique donc de la solution commerciale. Je reprends exactement le même type de raisonnement que tout à l'heure. Donc, vérifiez vos calculs. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, notez votre question sur votre bloc-notes et on en reparlera en classe. Alors, attention, ce que vous venez de calculer, c'est donc la concentration en acide sulfurique dans la solution commerciale. Ce n'est pas la concentration en H3O+. Or, cet acide sulfurique, lorsqu'il est en contact avec l'eau, eh bien, il se produit une dissociation et voici l'équation qui vous est donnée. Vous connaissez la concentration en soluté apportée et on vous demande la concentration en H3O+. En utilisant ici l'équation, eh bien, on s'aperçoit qu'au niveau des coefficients stoichiométriques, nous pouvons écrire que la quantité de NH3O+ divisé par 2 est égale à la quantité de H2SO4 divisé par 1, donc je ne l'ai pas écrit ici. Or, grâce à cette concentration-là, nous pourrons en déduire cette quantité-là. En effet, si je divise par le volume, puisque c'est le même volume, eh bien, je peux réécrire cette équation en écrivant que N est égal à C fois V, et en éliminant V de chaque côté, on en déduit la concentration en H3O+, est égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Ainsi, on obtient une valeur de 33,3 mol par litre. Cette concentration est la concentration en H3O+, dans la solution commerciale. Or, entre-temps, nous avons réalisé une dilution de cette solution commerciale pour fabriquer une solution moins concentrée que l'on a appelée solution S. Et donc, on recherche la concentration en H3O+, dans cette solution diluée. Nous allons appliquer le fait que la quantité de matière de soluté ne varie pas lors d'une dilution. Cela veut dire que concentration dans la solution mère fois le volume de la solution mère est égale à la concentration dans la solution fille fois le volume de la solution fille. Qu'est-ce que nous connaissons? Eh bien, nous connaissons la concentration en solution mère en H3O+, qui est ici. Nous connaissons le volume de la solution mère, puisqu'on me dit que pour préparer la solution S, on prélève un volume de 15 ml de la solution commerciale, c'est-à-dire de la solution mère. Et enfin, nous connaissons le volume de la solution fille, puisqu'on cherche à en préparer 1 litre. Ma seule inconnue est cette concentration, et donc j'en déduis que la concentration en H3O+ dans la solution S, donc dans la solution diluée, est égale à 0,50 mol par litre. Alors reprenons le cours et voyons le principe d'un titrage. Un dosage par titrage direct met en jeu une réaction chimique entre un réactif A, qui est le réactif titré, dont on ne connaît pas la concentration et que l'on cherche à déterminer, et un réactif B, que l'on va appeler réactif titrant, de concentration connue, que je vais appeler par exemple C indice B. Attention, contrairement au chapitre précédent sur les méthodes physiques d'analyse, il n'y avait pas destruction de la solution. On faisait une mesure d'absorbance, une mesure avec un conductimètre, mais on ne réalisait pas une réaction chimique qui fait que le mélange réactionnel est détruit puisqu'il est modifié. Donc avec le principe d'un titrage, il y a destruction
de la solution initiale puisque je vais la transformer en une autre solution grâce à une réaction chimique. Alors voici la méthode. Tout d'abord, vous commencez toujours par écrire la réaction de titrage et identifier qui est le réactif titrant et le réactif titré. La réaction de titrage doit toujours être une réaction qui est totale, unique et rapide. Donc dans un deuxième temps, vous devez systématiquement réaliser le schéma du titrage, même si cela ne vous est pas demandé. Et ça vous permet de clarifier les choses et surtout de clarifier correctement les données. Et vous commencez par indiquer le réactif titrant en précisant les espèces chimiques qui le constituent, ainsi que la concentration de la solution titrante. Vous indiquez le nom de la solution titrante avec sa concentration qui vous sera donc connue, et puis vous indiquez VE ou VEC. Ça par contre ce sera déterminé lors du dosage. Donc dans un premier temps vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite, mais vous écrivez VE. Vous faites exactement la même chose pour le réactif titré, là encore en précisant les espèces chimiques présentes et le volume de la solution prélevée. Parfois, il est nécessaire de rajouter de l'eau distillée pour immerger une sonde, donc vous rajouterez simplement plus H2O pour immerger la sonde. Je vous rappelle que cette concentration, justement, vous ne la connaissez pas puisque c'est le but du dosage. Par contre, le volume que vous y avez introduit, eh bien celui-là, vous le connaissez. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous représentez le capteur utilisé, si c'est une sonde pH métrique ou si c'est une sonde conductimétrique par exemple. Dans le cas d'un titrage qui sera colorimétrique, on placera un petit papier blanc sous le bécher et ainsi que derrière pour bien voir la variation de coloration. Voici un exemple de schématisation avec donc une sonde ici qui est immergée, reliée à un pH mètre dans notre cas. Il ne sera pas nécessaire d'indiquer tout ceci, sauf si bien sûr on vous demande de légender votre schéma. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous écrivez la relation entre les quantités de matière à l'équivalence. En effet, l'équivalence est un moment particulier de la réaction puisque c'est le moment où les deux réactifs, donc celui initialement présent dans la solution titrée et celui que vous avez versé, eh bien, correspond à un mélange stoichiométrique. Et à ce moment-là, tous les réactifs sont consommés. Et donc, on peut écrire que la quantité de matière initiale de l'espèce A sur son coefficient stoichiométrique petit a est égale à la quantité de matière de l'espèce B versée à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique petit b. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous écrivez la relation entre les quantités de matière à l'équivalence qui va vous permettre d'en déduire la concentration. En effet, si je remplace quantité de matière par le produit C fois V, eh bien, on obtient cette expression. Ensuite, vous repérez le point d'équivalence en fonction de la technique utilisée, qui ici, c'est repérer le volume à l'équivalence. Si vous avez fait un titrage colorimétrique, ça correspond au moment où la couleur a varié. Si vous avez fait un titrage pH métrique, alors il y a deux méthodes pour déterminer le volume versé à l'équivalence que nous développerons tout à l'heure, qui est la méthode des tangentes ou la méthode de la dérivée de la courbe du pH par rapport au volume de solution titrante versée. Et si c'est un titrage conductimétrique, vous observerez deux pentes, et bien ce sera le point de rupture de ces pentes que vous pourrez visualiser en traçant deux segments de droite. Je le développerai tout à l'heure. Et puisque vous connaissez donc à ce moment-là le volume versé à l'équivalence, eh bien vous en déduisez la concentration de la solution inconnue en réécrivant l'expression que je vous ai mentionnée tout à l'heure et en isolant CA. Entraînons-nous avec cet exercice. Vous mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. On vous demande ici d'identifier les réactifs titrés et titrants. Donc pour cela, il faut vraiment bien lire le texte et vous voyez ici cette phrase « par une solution d'hydroxyde de sodium ». Le fait de doser, de contrôler, de titrer
une solution par une autre solution, c'est ce qu'il y a derrière le mot par qui vous indique alors le réactif titrant. Le réactif titrant, on le connaît, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Donc on en déduit le réactif titré, qui est donc l'espèce ici dont je cherche à connaître la concentration. Il s'agit donc ici des ions Ca2+. En effet, vous devez retrouver dans l'équation le réactif titré et le réactif titrant. Ainsi, nous pouvons écrire que les ions calcium correspondent au réactif titré et les ions hydroxyde au réactif titrant. Deuxième question, on vous demande de donner les caractéristiques d'une réaction support de titrage. Donc je vous rappelle, celle-ci doit être rapide, totale et unique. N'oubliez pas de systématiquement faire un petit schéma en indiquant bien qui est la solution titrante avec les espèces chimiques et qui est la solution titrée avec la ou les espèces chimiques associées. Troisième question, la masse des ions calcium à doser et la quantité des ions hydroxyde versés à l'équivalence seront notés respectivement M0 de Ca2+, et Ne, le E ici pour quantité versée à l'équivalence, en H-. Et on vous demande parmi les relations suivantes d'identifier celle qui correspond à l'équivalence du titrage étudié. Et bien ici, grâce à l'équation de support du titrage, on va pouvoir écrire la relation stoichiométrique des réactifs introduits à l'équivalence. En effet, on va avoir quantité initiale ici de Ca2+ introduit divisé par 1 est égale à la quantité de matière de H- que vous avez versée à l'équivalence sur 2. En modifiant cette expression, et notamment par le fait que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, eh bien, on en déduit cette relation-là. Allez, faites cet exercice, vous mettez sur pause et on corrige en suivant. On corrige. Donc, première chose à faire, comme je vous l'avais indiqué, on fait le schéma de la situation. Ça, c'est systématique. Ça nous permet de poser qui est le réactif titrant, qui est le réactif titré, quelle quantité, quelle concentration je connais. On vous demande ensuite d'établir la relation entre les quantités de matière initialement introduites de la solution S ici en C4H4O4 avec la quantité de matière en H- versée à l'équivalence. Donc on utilise cette équation avec les coefficients stoichiométriques indiqués. On écrit qu'à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont introduites dans les proportions stoichiométriques, ce qui s'écrit ici sous cette forme. Deuxième question, on vous demande d'en déduire la concentration en acide fumarique de la solution S. Il suffit de modifier cette expression en écrivant que la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume, et donc la quantité de matière ici en C4H4O4 initial, c'est bien C1V1, donc divisé par 1. Et ici, la quantité de matière introduite à l'équivalence, c'est donc CB fois VE, divisé par 2. Et CB, c'est noté aussi concentration en H-. On en déduit donc la concentration C1 que j'ai appelée ici C4H4O4. Et donc, on réalise l'application numérique. Attention, je n'ai pas converti les deux volumes en litres. Pourquoi ? Parce que je vous ai écrit ici en gris les unités. Bien sûr, il ne faut pas les écrire dans votre calcul sur votre copie. C'est juste pour vous montrer ici que pourquoi je n'ai pas converti en litres, puisque vous voyez que ça se simplifie. Donc, si je les avais convertis, j'aurais fait x 10 puissance moins 3 et ici x 10 puissance moins 3. Donc, eh bien, ça se simplifie. Donc, inutile ici de faire la conversion. On obtient tout de suite la concentration en C4H4O4 en mol par litre. Et on obtient ici 7,85 10 puissance moins 3 mol par litre. Je reprends la dernière partie du cours sur les différents types de titrage. Nous avons vu l'année dernière le titrage colorimétrique. Dans ce cas-là, les deux réactifs n'ont pas la même couleur et on en déduit le volume versé à l'équivalence grâce à un changement de couleur. Ce que nous allons voir cette année, c'est le titrage pH métrique, en faisant donc un suivi du pH en fonction du volume titrant versé.
et systématiquement vous obtiendrez une courbe qui va présenter un saut de pH. Par exemple ici, on dose un acide par une base, donc on a ce type de courbe-là. Le point d'équivalence va se situer au moment où j'ai le point d'inflexion de la courbe, c'est-à-dire au point où le coefficient directeur de la courbe est maximal. Vous voyez que cette courbe, elle présente ici une pente qui varie fortement. Eh bien, il va falloir trouver le point pour lequel j'ai une pente la plus importante. Voyons les techniques, il y en a deux, qui est tout d'abord la méthode des tangentes. En effet, vous regarderez une vidéo qui vous la présente, le but étant de tracer deux tangentes à la courbe et une troisième parallèle qui va nous permettre de déterminer le point à l'équivalence et enfin par un projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, on en déduira VE. Je vous ai mis une vidéo à voir qui dure 1 minute pour pouvoir voir cette technique, vous la regarderez tout à l'heure. La deuxième méthode est la méthode de la dérivée du pH par rapport au volume de solution titrante versée. Ça, c'est quelque chose qui se fait grâce à un logiciel comme Regressi par exemple, c'est-à-dire qu'on a la courbe et on va demander à l'ordinateur de nous calculer la courbe dérivée. Alors la notion de dérivée, vous connaissez, vous l'avez vu l'année dernière en mathématiques, ça nous présente en fait, au fur et à mesure du volume titrant, eh bien, les pentes de cette courbe-là. C'est lorsque je vais avoir un extrémum de cette dérivée que je vais connaître le point d'inflexion et donc déterminer ici le volume VE. Alors, attention, à la place d'une sonde pH métrique, on peut parfois utiliser un indicateur coloré. Dans ce cas, il faudra le choisir de telle sorte que la zone de virage de l'indicateur coloré se situe dans le saut de pH. Par exemple, ici, vous avez donc la courbe de suivi pH métrique et vous avez les zones de virage de différents indicateurs colorés. On s'aperçoit que le saut de pH se fait ici, par ici. Donc, c'est à ce point-là que l'inflexion est la plus importante. Donc, par exemple, pour ce type de dosage, eh bien, il faudrait utiliser de la phénolphtaline. Mais on le reprendra en TP, donc je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant. Enfin, pour le titrage conductimétrique, eh bien, qui se fait millilitre par millilitre, dont on relève donc la conductivité, vous obtiendrez une courbe qui sera toujours de ce type-là avec deux pentes différentes. Eh bien, ce sera au niveau de la rupture des pentes que l'on trouvera le volume à l'équivalence. Je vous rappelle aussi que ce titrage conductimétrique ne peut être utilisé que si la réaction de titrage fait intervenir des ions. Et enfin, le point d'équivalence correspondra toujours au changement de pente de courbe. Pour cela, il va falloir systématiquement tracer deux demi-droites. Et c'est à l'intersection de ces deux demi-droites que l'on va trouver donc le volume versé à l'équivalence. Allez, nous faisons cet exercice-là pour nous entraîner. Je vous laisse le faire. Vous mettez sur pause, on se retrouve pour la correction. Si on vous demande de déterminer le volume versé à l'équivalence en expliquant la méthode utilisée, rappelez-vous, avant toute chose, vous faites le schéma du titrage en indiquant donc la solution titrante, la solution titrée avec les espèces chimiques et toutes les données en termes de concentration et de volume que vous connaissez. Puis, on répond à la question. Donc ici, on va tracer les deux segments de droite sur la courbe qui donne la conductivité en fonction du volume de la solution titrante versée. Donc ici, VB. Alors pourquoi on l'appelle B? Parce que c'est une base au niveau de la soude, c'est-à-dire de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc vous tracez ces deux courbes-là. Il ne faut regarder que l'intersection de vos droites. On en déduit ici le volume versé à l'équivalence. On fait une lecture graphique sur l'axe des abscisses et on trouve ici 6,2 ml. Enfin, on vous demande de calculer la concentration Ca en aspirine. Eh bien, on utilise l'équivalence pour laquelle les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. On écrit la relation entre les différentes quantités de matière à l'équivalence
Ici, les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc cette expression s'écrit comme ceci. On remplace les quantités de matière par n égale c fois v et on sort Ca de cette expression. On peut passer ensuite à l'application numérique. Vous voyez que là encore, puisque j'ai un volume divisé par un volume, je ne me suis pas préoccupée à les convertir tous les deux en litres, puisque ça va se simplifier. Et on obtient une concentration de 1,2 10-2 mol par litre d'aspirine, c'est-à-dire de C9H8O4 dans la solution S. Essayez de faire cet exercice et on se retrouve pour la correction. Alors là encore, on commence par le schéma, systématiquement. On vous demande, première question, d'écrire l'équation acide-base de la réaction support de titrage. Donc ici, ça donne ceci. On retrouve bien les différents réactifs ici dans la solution titrée et H3O+ dans la solution titrante. On vous demande de déterminer le volume versé à l'équivalence en expliquant la méthode. Puisque vous avez la dérivée du pH par rapport au volume d'acide versé qui vous est mentionné, eh bien, on s'intéresse à l'extrémum. Donc, on lit directement VE égale 14 ml. Troisième question, déterminer la concentration en NH3 dans la solution S. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques et j'écris cette relation. Ici, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, donc elle s'écrit ainsi. Quantité de matière initiale de NH3 égale quantité de matière versée à l'équivalence de H3O+, et on remplace par les concentrations. On extrait Cb de cette expression et on obtient 1,05 10-2 mol par litre. Là encore, puisque j'ai un volume divisé par un volume, je n'ai pas converti ces volumes en litres. Je les ai laissés en millilitres. Donc la concentration en ammoniac dans la solution S vaut 1,05 10-2 mol par litre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à refaire les petits exercices d'entraînement pour bien vous habituer à la façon dont il faut rédiger. À très bientôt.